Et l'escalade au Moyen-Orient au programme de votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens avec vous, James Sandré. Bonjour. Bonjour. Une photo finalement qui résume le début de cette escalade. On va la voir et on va comprendre tout de suite. C'est l'entrée en scène des Américains, l'entrée en scène de Donald Trump ce week-end. Oui, absolument. Bon, j'ai pas été très original, mais effectivement, il s'agit de la photo de Donald Trump dans la Situation Room en train de suivre ses frappes contre l'Iran. Donald Trump qui a pris cette décision de faire rentrer les États-Unis dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Et donc, ça, c'est effectivement le moment précis où il est en train, avec ses plus proches conseillers, avec les membres du Pentagone, de suivre les opérations comme cela se fait, c'est-à-dire de regarder minute par minute où en sont les différentes parties prenantes dans ce qui a été une attaque puissante, il faut le dire, et historique sur l'Iran, avec des conséquences et des ramifications qui sont encore difficiles à prévoir. Avec cette casquette toujours sur la tête, vissée sur la tête, MAGA. Make America Great Again. Cette décision d'entrer en guerre, le président américain l'a quand même sous-pesée de manière très publique ces derniers jours. Oui, absolument. On a vu tout un tas de messages qui ont été envoyés tous azimuts. On sait qu'il a vu tous ses conseillers. On sait qu'il était pris en étau au niveau de la politique domestique, de la politique intérieure, entre sa base, MAGA, la fameuse casquette, à qui il a promis qu'il ne ferait plus rentrer les États-Unis dans des guerres interminables au Moyen-Orient. Évidemment, il faisait référence à l'Irak, à l'Afghanistan, et donc finalement, il rentre à nouveau en guerre. C'est pour ça d'ailleurs que Donald Trump, pour l'instant, dans un premier temps, en tout cas, on y reviendra, dit que l'objectif n'est pas de changer le régime en Iran, mais bel et bien de détruire les capacités nucléaires. Et on le voit d'ailleurs, il avait livré ce discours en appelant immédiatement l'Iran à venir à la table de négociation, à faire cesser les hostilités. C'est un gros pari qu'a pris le président des États-Unis, un pari qui consiste à se dire qu'il espère que les Iraniens, ne contre-attaqueront pas et ne relanceront pas d'attaques massives, ni sur les intérêts américains. Il a prévenu que dans ces cas-là, il y aurait de puissantes contre-attaques, ni contre l'allié israélien, qui est donc dont il est l'allié indéfectible. Il vient de le redémontrer. Voilà, Trump, effectivement, qui se voit qualifié ces dernières heures de parieur. On verra le résultat. En tout cas, maintenant, c'est fait. La décision a été prise. Le président Trump dit qu'aucune autre armée au monde n'aurait pu mener une telle mission à bien. Est-ce que c'est vrai déjà? Alors oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, et c'est un message politique très puissant qui est envoyé, font la démonstration qu'ils sont l'armée la plus puissante au monde. Tout simplement, ils ont ces bombes de 13 tonnes qui servent à percer les bunkers. Ils sont les seuls à les avoir. Ils sont les seuls à avoir les avions qui sont capables de délivrer, les fameux B-2 qu'on a vu donc là voler sur des milliers de kilomètres. Ils démontrent aussi, et là j'irai un petit peu plus loin parce qu'on a beaucoup parlé de ces bombes et de ces avions, mais qui sont capables de faire cela depuis le sol américain, puisque c'est avec de multiples ravitaillements en vol qu'ils sont partis d'une base dans le Missouri. Donc voilà, même si les bases du Moyen-Orient venaient à être détruites, l'Amérique pourrait encore frapper où elle veut, quand elle veut, avec des forces massives. Il y a plus de 120 avions qui ont pris part à ces frappes. Et évidemment, cela envoie un message très puissant à tous les ennemis de l'Amérique, à savoir que sans doute qu'on a regardé ça de près depuis Moscou, depuis la Chine, depuis de nombreux endroits, parce qu'il s'agit de quelque chose qui a été parfaitement chorégraphié. Et on a entendu le général Kane, donc le chef d'état-major de l'armée américaine, détailler ce plan et expliquer qu'il n'y avait même pas eu de tir, a priori, sur les squads d'avions qui a été envoyés en Iran. Ils sont rentrés, ils ont frappé, ils ont ressorti, ils n'ont pas essuyé de aucune tir opposition iranien. Finalement. Donc concrètement, un travail, on va dire, de préparation du terrain qui est remarquable. Parlons des résultats de cette opération. Trump parle de dégâts monumentaux, de destruction même totale des sites nucléaires. Il y a 3 sites, évidemment, principaux. Pourtant, ce matin, Fordo a encore été visé par les Israéliens. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On n'a pas tous les détails. Ce qu'on sait, c'est que les Israéliens disent qu'ils ont frappé les voies menant vers Fordo, donc les routes qui mènent tout simplement à cette base. Cette base qui est donc enfouie en dessous d'une montagne. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas exactement. D'ailleurs, le général Kane lui-même l'a dit, ce chef d'état-major. Il a dit, pour l'instant, on n'a pas encore le niveau de dégâts. Ce qu'on sait, c'est que ces bombes ont été larguées. Elles ont été larguées exactement à l'endroit où les Américains souhaitaient les larguer. Ils ont sans doute visé, probablement d'ailleurs, des systèmes d'aération
donc de cette base souterraine. On ne sait pas à quelle profondeur elle est réellement creusée, hein. Il y a eu beaucoup de spéculations. Il y a certains experts qui disaient qu'elle était 60 mètres sous terre. Il y a, je dirais, à l'autre bout du spectre, Raphaël Grossi, le patron de l'AIEA, qui lui a dit qu'il y était allé et qu'elle était half a mile sous la terre, c'est-à-dire environ 800 mètres, donc c'est pas du tout la même chose. C'est 800 mètres, peut-être que le matériel est encore là et en état, on n'en sait rien. Et ce qu'on ne sait pas aussi, c'est si les Iraniens ont sorti le matériel crucial de la base, puisque Donald Trump, je le disais, l'a dit très publiquement, il a hésité, il a dit je leur donne 15 jours, il a dit on va frapper, tout le monde avait les détails, c'est vrai. On a vu des camions aussi, on en parlait tout à l'heure avec Sylvain Rousseau, de mystérieux camions. Exactement, donc il est probable. Sûrement transférés de l'uranium enrichi. Il est probable que l'uranium enrichi existe encore. Après, où est-il? Les Israéliens le savent-ils? Tout ça sont des questions qui restent en suspens à ce stade. Mais en tout cas, oui, il y a eu de nouvelles frappes aujourd'hui. Il y a aussi la question du but réel de cette guerre. Officiellement, les Américains ne visaient que les installations nucléaires. Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, a été assez clair là-dessus. Trump lui-même tenait à peu près le même discours jusqu'à cette nuit où sur son réseau social, il a laissé envisager qu'un changement de régime, pourquoi pas finalement? C'est-à-dire que Trump, pour l'instant, on a l'impression alors qu'il reprend la main. C'est vrai, il donne cette image d'être celui qui a pris cette décision. Dans le même temps, on ne peut pas nier que dans un premier temps, c'est Benjamin Netanyahu qui va donner plus qu'une impulsion. Ça, c'était il y a quelques jours lorsqu'il lance les premières frappes contre l'Iran. Finalement, il force après tous les Américains à lui emboîter le pas dans une certaine mesure. Là, on a, je dirais, le deuxième étage de la fusée. C'est-à-dire qu'on a vu Benjamin Netanyahu envoyer un message aux Iraniens, c'était la semaine dernière, leur disant que le régime n'avait jamais été aussi faible et qu'il était temps, bien finalement, de se rebeller et de reprendre le pouvoir en Iran, etc. On se souvient de ce message. Et donc là, on a effectivement Donald Trump qui, dans un premier temps, notamment pour faire plaisir à sa base, dit non, nous, on frappe, on ne fait que un travail très centré sur les sites et l'objectif est de faire revenir les Iraniens à la table des négociations et qu'il a envoyé ce message un peu cryptique, il faut bien le reconnaître, en disant qu'il fallait que si le pouvoir en Iran n'était pas capable de faire make Iran great again, comme il dirait, eh bien, il était temps de le faire sauter. Donc, on voit qu'il y a quand même un objectif et il y a quand même quelque chose de très, très symbolique qui s'est passé aujourd'hui. Alors, ce sont les Israéliens qui l'ont fait, mais ils ont frappé donc la porte de la prison d'Evin, cette prison dans laquelle il y a tous les opposants politiques majeurs au régime des mollahs iraniens. Et donc, l'objectif, symboliquement, en tout cas, était de les faire sortir de prison. Je ne sais pas si ça fonctionnera. Et finalement, là aussi, d'impulser un changement de régime. Mais assez clairement, on a ça. Voilà, les images de la prison d'Evin. On voit pas grand-chose, mais en tout cas, on sent une certaine forme de confusion autour du site après cette frappe. Et j'ajouterai encore une chose, c'est que là, les Israéliens ont annoncé également qu'ils étaient en train de frapper tous les centres de commandement des gardiens de la Révolution. Alors, vous savez, les gardiens de la Révolution, c'est cette organisation je dirais paramilitaire, en fait, finalement, c'est le bras, entre guillemets, armé intérieur du régime en place en Iran, dont on considère qu'avant tout cela, il y avait 17 millions d'adhérents, en fait, aux gardiens de la Révolution, qui sont des gens, finalement, qui sont partout dans la société, qui font partie de cette sorte d'organisation qui, là, soutient, effectivement, l'ayatollah Khamenei et le régime théocratique iranien. Et donc, en frappant cela, là aussi, on précipite un changement de régime. Donc, très clairement, les Israéliens sont très sûrs de ce qu'ils veulent faire. Ils l'ont télégraphié de manière très claire. Les Américains, pour l'instant, c'est moins clair, mais comme ils sont de toute façon en train de suivre finalement les impulsions israéliennes, il y a de fortes chances que assez rapidement Donald Trump emboîte le pas à Benjamin Netanyahu. On assiste à un flot de réactions évidemment depuis ce week-end. Toutes les télés du monde ont été en breaking news et le sont encore. On voit bien que le monde retient son souffle. On regarde aussi la réaction potentielle des Iraniens. Que peuvent-ils faire? Alors les Iraniens, on a l'impression quand même que leurs capacités militaires, je dirais conventionnelles, sont très dégradées. On le voit comment? On le voit d'ailleurs parce que ces bombardiers B-2, finalement, eh bien, il n'y a pas eu de tir contre cette flottille d'avions qui s'est rendue à l'intérieur du pays et qui en est ressortie. Mais d'une manière générale, les missiles continuent effectivement à tomber sur Israël, mais assez clairement, les Israéliens annoncent avoir frappé toutes les bases militaires iraniennes et on voit bien que maintenant, après plusieurs jours de bombardement, en tout cas, les capacités militaires sont dégradées. Par contre, le pouvoir de nuisance de l'Iran est encore bien réel. Et j'ai une carte à vous proposer parce que ce qu'a l'Iran, et c'est vrai qu'ils ont été méthodiquement attaqués sur tous ces terrains depuis maintenant des mois. Mais il faut se souvenir que l'Iran, c'est aussi, on va dire, la base, on va dire, d'un courant chiite qui traverse le Moyen-Orient. Et ce courant-là, il avait créé ce qu'on appelait l'axe chiite. Alors c'est vrai que
suite au 7 octobre et en début 2024, les Israéliens ont frappé très fortement le Hezbollah et ont dégradé ses capacités. Mais il existe encore. Le Hezbollah, c'est 25 à 30 000 hommes, qui peut faire beaucoup pour déstabiliser le Liban. Si on passe ensuite à la Syrie. La Syrie, c'est vrai. Bachar el-Assad, qui était un allié de l'Iran, est tombé. Mais c'est pareil, il y a là des milices qui sont encore en place, qui peuvent faire beaucoup de mal à un régime qui est quand même chancelant et qui tient par un fil aujourd'hui. Donc là, on a un risque. Je dirais qu'un risque très important, c'est l'Irak. Là, on a les milices qui s'appellent HD Shabi. C'est environ, d'après les experts, environ 125 000 hommes. Tous les chiffres qui sont ici sont imprécis. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas combien de militants du Hezbollah sont morts dans les dernières frappes israéliennes. On ne sait pas exactement ce qui reste de HD Shabi. HD Shabi a été intégré à l'armée irakienne après avoir défait l'organisation État islamique. La question, c'est qu'il reste aujourd'hui toujours sous le contrôle de l'ayatollah Khamenei. Donc, serait-il en mesure de dire d'attaquer, on va dire, des cibles américaines à l'intérieur de l'Irak? C'est toujours une possibilité. Et ensuite, on a le Yémen qui se trouve ici, où là, on a les Houthis. Ça, c'est environ 350 000 hommes selon les dernières estimations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux avaient négocié un deal avec les Américains pour ne pas frapper leurs navires qui passent par ici, Bab el-Mandeb. Est-ce que cet accord tient toujours? Ceux-là sont affiliés aussi à l'Iran. Il est possible qu'ils décident de réattaquer les navires, ce qui pose des problèmes de commerce international. Et je dirais que peut-être l'arme la plus puissante à la discussion de l'Iran, ce serait de bloquer le détroit d'Ormuz, par lequel passe 20% de l'énergie mondiale, et qui est extrêmement important. Mais ça posera un problème d'abord aux Américains, qui ont la 5e flotte qui est stationnée à proximité, et ce qui fait que potentiellement un blocage ne durerait pas très longtemps, et ça embête surtout la Chine. Donc très concrètement, on a là une photo de ce que pourraient faire les Iraniens, qui peuvent aussi utiliser des capacités cyber, des cellules dormantes. Mais pour ce qui est de la guerre conventionnelle, ça semble difficile.